Bonjour, bonsoir, où que vous soyez à travers le monde, merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. La chambre de première instance du tribunal spécial pour le Liban tient sa troisième conférence en préparation de l'ouverture du procès fixé au 16 janvier. Shaharaï souligne la nécessité de promouvoir le dialogue et la paix au Liban. Le patriarche maronite reçoit à Pierki une délégation de syndicalistes, membres du Parti des forces libanaises. Nucléaire iranien, conférence de paix sur la Syrie, développement des relations bilatérales au menu d'un entretien par téléphone entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue iranien Hassan Rouhani. Et à suivre également dans ce journal, un attentat suicide perpétré ce jeudi à Bagdad a fait au moins 13 morts et 30 blessés parmi de jeunes recrues de l'armée irakienne. Je vous le disais en titre, la chambre de première instance du tribunal spécial pour le Liban a tenu ce jeudi une troisième conférence en préparation de l'ouverture du procès. 4 accusés sur les 5 poursuivis par le tribunal spécial devraient être jugés à partir du 16 janvier à Leichendam, aux Pays-Bas. Mais le box restera vide. Les autorités libanaises n'ont jamais livré au tribunal les auteurs présumés de l'attentat contre l'ex-premier ministre Rafik Hariri en février 2005. Poursuivis pour complot, actes terroristes et homicide, Mustafa Badreddine, Salim Ayyash, Hussein Onaissi et Hassan Sabra seront donc jugés in absentia. Pour en parler avec nous en ligne, Antoine Sfer, docteur en droit international. Bonsoir, monsieur Sfer. Monsieur Sfer, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Parfait. Alors, pouvez-vous expliquer à nos téléspectateurs, dans des mots plus simples, justement, quelle était l'importance et l'objectif, justement, de cette conférence aujourd'hui, à quelques jours d'ouverture du procès au TSL? En effet, le tribunal spécial pour le Liban entamera ses séances plénières publiques le 16 du mois courant. Alors, en cours. Le problème, c'est que il y a des sessions dites préliminaires ou préparatoires qu'on ne connaît pas dans le système judiciaire libanais, mais c'est exclusivement au tribunal spécial pour le Liban, suivant ses statuts et ses codes de preuve et d'organisation et de procédure. Alors, ce sont des séances qui préparent, qui sont si on peut dire, des focus sur les points précis, sur les personnes qui doivent être interpellées, qui doivent être demandés, qui doivent être, si vous voulez, on veut élaborer avec eux des points précis concernant l'acte qui a été fait, qui l'a fait, qui l'a motivé, qui l'a financé. Alors, le tout de ce crime qui porte sur l'assassinat de l'ancien Premier ministre Rafik Hariri. Pouvez-vous nous parler un peu aussi du processus de témoignage? On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont appelées à témoigner justement dans cette affaire. Oui, mais je ne crois pas que c'est du champ de compétences des sessions ou des séances préparatoires. Tout à fait, non, je parle pendant le procès. Oui, qui relève des sessions officielles, entre guillemets. À ce propos, le tribunal va interpeller ou va demander des témoins ou bien des accusés ou de nouveaux accusés aussi. Alors ça, c'est une originalité que le système judiciaire libanais ne le connaît pas. Alors on doit attendre la séance qui va avoir lieu la semaine prochaine. Et à ce titre, tous les éléments de ce crime vont être divulgués l'un après l'autre, et suivant des procédures bien précises et suivant le cadre de compétences données par le Conseil de sécurité dans la résolution 1757 qui a institué le tribunal spécial pour le Liban. Et êtes-vous optimiste quant à la poursuite justement des travaux du TSL? Est-ce que vous pensez justement que ce tribunal aura toute sa légitimité? En effet, le tribunal spécial travaille d'une façon ordinaire et régulière. Mais je peux vous dire une chose, que parce qu'on l'a vu, il faut le noter, docteur Antoine Sfer, plusieurs démissions, plusieurs départs justement ces derniers mois du TSL. Oui, mais je peux vous dire une chose, que le tribunal travaille d'une façon régulière, mais la justice internationale prendra du temps. Je peux dire que la justice internationale s'avère plus une bonne conception sur le plan international, mais n'a pas abouti au seuil d'être une bonne destination, si vous voulez, avec des résultats tranchants et bien précis.
On doit attendre, c'est un long processus, pas pour le tribunal spécial pour le Liban, mais pour la justice internationale en entier. Antoine Sfer, docteur en droit international, merci pour votre intervention. Merci. L'ancien député et leader du Parti arabe démocratique pro-syrien Ali Haïd ne s'est pas présenté à une convocation judiciaire. Son avocate a présenté un rapport médical pour justifier l'absence de son client soupçonné d'être impliqué dans le double attentat perpétré en août dernier contre 2 mosquées de Tripoli, faisant 47 morts et plus de 500 blessés. Ce n'est pas la première fois que Ali Haïd invoque des raisons de santé pour ne pas se présenter à une convocation de la justice. Le patriarche maronite, le cardinal Chararaï, a souligné la nécessité de promouvoir le dialogue et la paix au Liban. Il s'exprimait devant une délégation de syndicalistes membres du Parti des forces libanaises, Abkerki. Le prélat a appelé à protéger le Liban et à consolider l'entente nationale. Lors de leur réunion mensuelle, les évêques maronites ont réitéré hier leur appel à la formation d'un nouveau gouvernement et à lancer les préparatifs en vue d'élire un nouveau président de la République. Ils ont donc aussi rappelé l'importance de l'entente nationale, une des fondations du Liban qui sert l'intérêt des citoyens et de la nation, toujours selon les évêques. Un attentat à la voiture piégée a été perpétré ce jeudi dans la région de Salamiyé, non loin de Hama, en Syrie. Selon l'agence de presse officielle Sana, 16 civils ont été tués, dont des femmes et des enfants. La voiture aurait explosé près d'une école dans la ville de Kafat, faisant également de lourds dégâts matériels. La campagne militaire autour de Damas continue depuis novembre. Le régime syrien a repris plusieurs régions du sud de la province et a concentré ses frappes sur celle de la Ghouta. Selon un dernier bilan, près de 130 000 personnes seraient mortes en Syrie depuis le début de la crise il y a 3 ans et 35% des victimes du conflit sont des civils. Le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu ce jeudi par téléphone avec son homologue iranien Hassan Rouhani. Il a notamment été question du développement de la coopération bilatérale entre Moscou et Téhéran, des ententes enregistrées sur le dossier nucléaire iranien, mais aussi les préparatifs de la conférence internationale sur le règlement du conflit syrien, dite Genève 2. Initialement prévue à Genève, la conférence se tiendra donc le 22 janvier prochain à Montreux sur le lac Léman. Ensuite, la décision sur la participation de l'Iran n'a toujours pas été adoptée. Allez, restez des nôtres au retour de la pause en Amérique du Nord. Après la vague de froid, le redoux s'annonce. Retour sur le plateau de l'info, un attentat suicide perpétré ce jeudi à Bagdad a fait au moins 13 morts et près de 30 blessés parmi de jeunes recrues de l'armée irakienne. Pour le moment, l'attentat n'a pas été revendiqué. Mercredi soir, le Premier ministre irakien, Nouri el-Maliki, a promis lors d'une intervention télévisée de venir à bout des terroristes liés à Al-Qaïda. Il a proposé aux membres des organisations terroristes de se rendre dans l'espoir d'être graciés. L'État islamique en Irak et au Levant et Jabhat al-Nusra contrôlent toujours Fallujah et plusieurs quartiers de Ramadi, c'est à l'ouest de Bagdad, la capitale. 5 cadavres et un engin explosif ont été découverts à Stavropol, en Russie, une ville située à environ 250 km de Sotchi, qui accueillera les Jeux Olympiques en février. Une explosion a également eu lieu quand les policiers sont arrivés sur place, mais n'a pas fait de victimes, d'après les autorités russes. Les 5 cadavres portaient des traces de blessures par balle et étaient répartis dans 4 véhicules. Stavropol a été placé en état d'alerte. La ville est située près des petites républiques instables du Caucase du Nord où les forces de l'ordre sont confrontées à une rébellion islamiste. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, une marée humaine dans les rues de Manille, aux Philippines, à l'occasion d'un événement majeur dans le calendrier religieux local. La procession du Nazaréen noir. Comme chaque année, ils sont plusieurs millions à se presser pour tenter d'embrasser ou d'effleurer avec un mouchoir blanc ce Christ en bois sombre apporté par les Espagnols au XVIIe siècle. Catholique à 80%, les Philippins lui prêtent la faculté de réaliser les miracles et d'exaucer les vœux.
Le mouvement de protestation anti-gouvernementale en Thaïlande se poursuit et prépare une action majeure. Lundi, les manifestants ont l'intention de paralyser Bangkok, la capitale. Leur objectif est toujours de faire chuter le gouvernement. Ils considèrent que la première ministre Yingluck Shinawatra œuvre pour favoriser le retour de son frère Thaksin, ancien premier ministre en exil suite à un coup d'État en 2008. Et au Venezuela, le président Maduro veut relancer les plans de lutte contre l'insécurité et la délinquance. 80 maires et gouverneurs ont été convoqués. L'assassinat d'une ex-Miss Venezuela et de son compagnon ont suscité de vives émotions dans le pays miné par la violence. 5 suspects auraient été appréhendés. L'État de New York devient le 21e État américain à autoriser le cannabis comme traitement contre des maladies graves comme le cancer. En France, on vient d'apprendre que le Stavix est un médicament dérivé du cannabis et il va pouvoir être vendu sur le marché pour soulager notamment les malades atteints de sclérose en plaques. Aux États-Unis, 58% des Américains sont désormais favorables à la législation du cannabis. Restons en Amérique du Nord, une vague de froid sans précédent recouvre le Canada et les États-Unis depuis le week-end dernier. Elle devrait progressivement laisser place à des températures plus clémentes. À Washington, il faisait encore moins 3 degrés hier dans la journée et moins 9 degrés à Chicago. Au total, sous l'effet d'une vague de froid polaire se déplaçant vers l'est, ce sont au moins 49 villes qui ont battu un record de froid pour un début janvier, dont Philadelphie, moins 15,5 degrés ou Baltimore, moins 16. Les transports aériens continuent à subir les conséquences de ces températures. On enregistrait hier 664 annulations de vols à destination ou au départ à l'intérieur des États-Unis et près de 1000 retards. Vous le voyez sur ces images, donc ce sont des images tournées à New York. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. La Chambre de première instance du tribunal spécial pour le Liban tient sa 3e conférence en préparation de l'ouverture du procès fixé au 16 janvier. Chararaï souligne la nécessité de promouvoir le dialogue et la paix au Liban. Le patriarche maronite recevait à Pirki une délégation de syndicalistes membres du Parti des forces libanaises. Nucléaire iranien, conférence de paix sur la Syrie, relations bilatérales. Voici les principaux dossiers abordés entre Vladimir Poutine et son homologue iranien, Rouhani. Et un attentat suicide perpétré ce jeudi à Bagdad a fait au moins 13 morts et 30 blessés parmi de jeunes recrues de l'armée irakienne. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente suite de programmes sur notre antenne. Vous retrouverez Noura Al à la barre du prochain JT.